The time is 7 o'clock, and now on ATV, a new series from the creators of Stingray. Thunderbirds are go. 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go. Thunderbirds are go. Go, Thunderbirds. Have a break. Have a Kit Kat. Thunderbirds go! Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre Bonjour. émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment vas-tu mon cher Fabien ? Bah écoute, ça va, ravi de te retrouver, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, un épisode un petit peu spécial, hein, encore, qui va sortir un petit peu des sentiers battus, j'ai envie de dire. On a l'habitude. Mais oui, voilà, on a l'habitude, parce que vous savez, Tokuscope, c'est une émission qui voyage, pas seulement nous quand on va dans les pays étrangers interviewer les acteurs, mais c'est aussi une émission qui se délocalise, on va dire, spirituellement pour aller aux origines, aux descendants du Tokusatsu. Et là, en l'occurrence, on va s'attaquer à un petit mythe de la télévision, même une œuvre, j'ai envie de dire, capitale. Et oui, puisque ça peut être l'émission de la science-fiction japonaise et du tokusatsu, on a décidé un peu de revenir sur la série Thunderbirds, ou Les Sentinelles de l'air, qui vient de fêter son 50e anniversaire le 30 septembre dernier. Donc on va un peu repartir en Angleterre, on l'avait déjà fait avec l'émission Gorgo, qui était quand même une œuvre importante pour l'avenir du Kaiju-Ega à l'époque. Tout à fait. Et là, du coup, on va revenir sur Thunderbirds, qui est quand même une œuvre importante pour l'avenir du tokusatsu à l'époque. Pour pas dire crucial. Voilà. Donc, dans le Toku Focus, on a eu la chance d'avoir deux amis, donc Erwan Levexier et Yvan West-Laurence, qui sont respectivement le rédacteur en chef de 10e Planète et le fondateur d'Animeland, qui ont accepté de venir témoigner de leur amour pour Thunderbirds, on va dire. Et ils nous ont donné leur amour parce qu'ils étaient très gentils de donner leur temps et leur gentillesse pour cette émission. Et du coup, ça nous permet de se poser la question en quoi Thunderbirds, en fait, est importante et cruciale pour le tokusatsu. Donc, dans un premier temps, on leur laissera la parole, et dans un deuxième temps, on apportera quelques éléments liés principalement au tokusatsu. Dans la Tokucave, on vous parlera du film in Super Mario Nation, qui est un gros documentaire en fait sorti l'an dernier sur justement la fabrication de toutes ces séries-là, parce que c'était vraiment important d'en parler parce qu'ils abordent énormément de sujets. Film sublime. Et c'est vraiment dommage de passer à côté. Ah, ce serait un crime. Et dans le Dikotoku, on laissera la parole à Erwan Levexier à nouveau, qui nous parlera de Jerry Anderson, donc l'homme qui a créé toutes ces séries. Voilà. Bon, ben, décollage. Moi, j'avais une question concernant l'ensemble des invités. C'était de savoir leur série tokusatsu ou sentai préférée. 僕が一番好きなのは、サンダーバードっていう番組で、皆さん知らないかもしれませんけど、ミニチュアをいっぱい使って当時のイギリスで作ったやつですけど、それが一番好きです。最初僕が小さい時テレビで見てた時にはそれが全部本物だと思ったんです、それがある時本を見たらこれが模型だっていうのを初めて分かった時に自分もぜひ大人になったら作ってみたいと思って、ありがとうございます。
Thunderbird, c'est une série culte des années 60 britannique qui met en scène des marionnettes qui pilotent des véhicules extraordinaires dans un futur proche, en 2026, pour venir au secours de gens en péril. C'est des sortes de super pompiers qui accourent à tout moment en partant d'une base secrète. Alors j'ai découvert cette série devant mon petit écran, j'étais gamin, puisque c'est sorti en 65 en Angleterre, mais ça a été diffusé seulement en 1976 en France. Et donc à l'époque j'avais 7-8 ans et j'ai découvert ça ébahi. Il n'y avait que 13 épisodes, ça passait une fois par semaine et tout de suite ça a été le grand choc. En fait j'ai découvert les Sentinelles de l'air par le biais des produits dérivés, exactement comme les dessins animés japonais, avant de voir la série elle-même. Mon grand cousin avait le jouet de Dinky Toys, qui a cette particularité d'être bleu métallique au lieu d'être vert. Il avait beaucoup d'objets comme ça qui me faisaient envie. Et Jerry Anderson, moi je le connais surtout par rapport à Cosmos 1999, qui là pour le coup est vraiment passé sur Temps X en 79 si je me rappelle bien. Mais voilà, donc j'ai vu quelques épisodes à la télévision. Ça m'a marqué à cause des véhicules évidemment. Les marionnettes pas spécialement, comme chacun sait, l'animation des marionnettes est quand même assez limitée pour du Super Mario Nation. Mais le générique mes aïeux, ce générique là, c'est voilà, c'est indétrônable quoi, c'est un générique légendaire. Thunderbirds are go. L'épisode avait un postulat de base, il se passe une catastrophe. Donc il faut absolument, très rapidement, aller intervenir à un endroit précis du globe pour aller sauver des personnes en péril. Donc les épisodes sont conçus un peu toujours de la même façon. L'un des membres de l'équipe se trouve dans l'espace en orbite, capte les messages de détresse, les transmet à la base qui se trouve sur une île au milieu du Pacifique, où se trouvent tous les autres véhicules d'intervention, et en fonction des besoins, du lieu, tel ou tel véhicule, à la façon de Jim Phelps qui choisit son équipe pour Mission Impossible, ils vont envoyer tel et tel membre de l'équipe avec tel ou tel équipement et véhicule d'intervention. C'est toujours le principe d'une caserne de pompiers, ni plus ni moins, super avancé au niveau technologique, et ce qui apporte toujours un élément de suspense, car jusqu'au dernier moment, il va y avoir des imprévus qui vont faire que la mission va peut-être être en péril, sans compter qu'en plus, il y a des ingrédients qui marchaient beaucoup à l'époque, dans les années 60 à la télévision, qui sont des ingrédients d'espionnage, puisqu'ils sont aidés par un agent secret, qui est une femme, la fameuse Lady Penelope. Donc il y a aussi cette dimension d'enquête, de gadgets à la James Bond, qui viennent se mélanger. Donc ça fait un cocktail qui fait que dans chaque épisode, les spectateurs de l'époque, étaient surtout des enfants, étaient gâtés parce qu'ils avaient à la fois du James Bond, de la science-fiction, de la découverte parce qu'ils voyaient des paysages exotiques. Donc à chaque fois, c'était un cocktail qui réunissait en une heure tous ces éléments. Alors il faut remettre dans le contexte des années 60 selon moi. D'une part, c'est le début des programmes proposés et demandés par les chaînes en couleur, donc il fallait que ce soit très pétant, comme ont pu l'être les dernières saisons des Mystères de l'Ouest ou encore Star Trek tout simplement. Mais c'est surtout qu'en fait, par rapport à d'autres séries qui avaient été proposées par Jerry Anderson, que ce soit UFO ou des trucs dans ce genre-là, les marionnettes étaient supposées faciliter les choses par rapport à des maquettes de différentes tailles. Et donc en fait c'est une série à effet. Ce qui est assez marrant à constater, c'est qu'ils aient inventé le terme de Super Mario Nation pour rendre le sujet sérieux, parce que sinon ils pensaient que les gens n'accorderaient pas de crédit à des marionnettes à l'écran qui sauvaient le monde pour chaque épisode, quoi.
Moi, je pense qu'en fait, l'innovation principale de cette série, c'est vraiment que chaque scène, en fait, c'est des effets spéciaux, c'est des explosions, c'est des maquettes quand même assez impressionnantes. Et voilà quoi. En fait, je pense littéralement, sinon un budget, en tout cas, un résultat identique à ce qu'on voit dans certains films comme James Bond, mais à la télévision. Ça, c'est quand même génial, quoi. La série des Thunderbirds a pour particularité d'être à 100% des effets spéciaux, puisque pas d'acteurs présents, physiques, ce ne sont que des marionnettes qu'il fallait animer, à la fois avec des fils et de façon électronique, puisque la tête comportait, de chaque marionnette comportait des éléments électroniques de façon à faire bouger les yeux, la bouche. Et tous les véhicules étaient eux-mêmes animés et déplacés la plupart du temps avec des fils, comme des marionnettes. Pas d'incrustation sur fond bleu et encore moins sur fond vert. À l'époque, ça ne se faisait pas. Donc, lorsque l'on voyait un engin volant voler dans le ciel était tout simplement peint sur une toile à l'arrière-plan. Il n'y avait pas d'incrustation. Donc, c'était vraiment du théâtre de marionnettes filmé, mais de façon hollywoodienne, puisque le moindre décor prenait la taille d'un studio. Faire une série mettant en scène que des marionnettes, avec des décors créés pour chaque épisode, aujourd'hui, je doute. La meilleure démonstration, c'est la sortie de la nouvelle série. C'est clair qu'ils ont eu des budgets pour créer des décors, mais c'est un mix avec l'image de synthèse. Pour deux raisons. Déjà, une question de budget, et une question qu'aucune chaîne, aucun producteur ne prendra le risque d'utiliser à 100% des méthodes désuètes, si je puis dire. C'est méchant de dire ça, et c'est pas dans mon esprit de le dire, hein. C'est désuète dans l'esprit de certains, car ça a quand même 50 ans de recul au niveau technique. Personne ne prendra le risque. On dira ça coûte cher et ça risque de déplaire au public. Alors faisons ce qui marche. Là au moins, Weta a eu le courage d'utiliser quand même le travail de vrais maquettistes pour créer tous ces décors. C'est un choix, c'est un postulat de base décidé dès le départ, et pas simplement pour plaire aux fans de l'époque, parce que les fans de l'époque, ils avaient 8-10 ans il y a 50 ans, bon, on ne s'adresse pas qu'à eux, donc c'est clair que c'est une prise de risque, mais bien calculée. Donc je pense que le 100% comme dans les années 60, c'est plus possible de nos jours, mais heureusement, on arrive encore à faire un mix qui rend à la fois hommage au travail des anciens et qui garde en même temps la fraîcheur de l'époque. Et pour l'avoir testé, j'ai vu des enfants regarder la nouvelle série, ça fonctionne. Donc c'est ça qui est important, c'est que éviter le 100% image de synthèse peut plaire aux enfants, malgré tout. Il ne faut pas avoir peur, les chaînes de télé peuvent se dire que voilà, on peut encore utiliser des méthodes à l'ancienne, ça peut toujours plaire. Après, c'est évidemment une question d'équilibre de budget, mais c'est faisable, c'est faisable. C'est vraiment des séries qui nous ont marqués quand on était plus jeunes, et de manière positive, et qui nous ont donné un avant-goût de ce que pourrait être la science-fiction et une certaine philosophie de la vie. Donc, il n'y a pas une seule personne de ma génération qui n'ait pas été touchée. Voilà. Maintenant, par rapport au Japon ou aux États-Unis, je dirais que c'est la même chose. Si ce n'est pas des gens qui, comme moi, se sont lancés dans la maquette à cause de ces productions-là, c'est des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait des films, des séries télé, des bandes dessinées. Ça a marqué tout le monde. Vraiment tout le monde. Et ça, je pense que M. Anderson peut être fier, parce qu'il a évidemment fait ces productions-là pour toucher un maximum de monde, mais il a atteint son objectif, et pas qu'un peu, quoi. Alain Carazé, les Thunderbirds. Oui. Toi qui es à Canet Jimmy qui a, je crois, diffusé la série. Ben oui. C'est une série importante pour toi, assez importante ou pas importante? C'est ma série à moi. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi tu diffuses le film, parce que tout ça, c'est à moi. Donc, c'est ma série préférée de tous les temps. C'est la mienne. Non.
Je vais vous expliquer quelque chose de simple. Non, mais quand même. Toute la culture méca japonaise, vous savez, des robots qui se mélangent, qui s'interpénètrent, qui se développent, ça vient des Thunderbirds. Tout le design de l'objet usuel actuel, Sony et compagnie, c'est copié sur les Thunderbirds. Nous vivons dans un monde Thunderbirdisé. Et voilà. Thunderbird ne se démode pas parce qu'à la base, ce sont quand même non pas des acteurs, des comédiens qui vieillissent, mais ce sont des marionnettes. Voilà, des marionnettes avec des visages en bois au sens propre et au sens figuré. Jerry Anderson et toutes ses créations, que ce soit pour l'essentiel, en fait tout. Tout ce qu'il a fait a influencé les Japonais. Pour donner un exemple précis, par exemple, on retrouve un personnage de UFO, les filles qui sont sur la Lune, là, avec des perruques improbables. On la retrouve dans le dernier épisode de Gunbuster. Les personnages qui passent par des couloirs pas possibles, arrivent sur des sièges en tombant dessus et vont dans leur véhicule de façon super classe. On retrouve ça notamment dans Goldorak, c'est ce qu'on connaît le plus, mais voilà, il est évident que Go Nagai a été influencé par Jerry Anderson d'une façon ou d'une autre. Ça se voit encore plus évidemment dans Bomber X. Donc là, c'est une évidence avec les marionnettes. Bomber X est pleinement inspiré je dirais de Thunderbirds, mais pas que de Thunderbirds, des séries de Jerry Anderson mettant en scène des marionnettes. Là, c'est flagrant, puisque jusque-là, l'équipe de Jerry Anderson était un peu la seule au monde à avoir atteint ce niveau de qualité. Et là, c'est clair qu'ils ont inspiré les Japonais. La technique a inspiré et ils l'ont assimilé pour, à leur tour, apporter leur style en utilisant des marionnettes, mais avec des effets spéciaux qui sont autres aussi. Donc, c'est une succession d'inspirations. Ils ont peut-être été un petit peu inspirés par l'école Anderson et ils l'ont remise à leur sauce en quelque sorte. Disons qu'ils l'ont conforté dans l'esprit du public, ça c'est clair. Parce que forcément les spectateurs en voyant Bomber X vont repenser aux séries mettant en scène des marionnettes. Et je dis pas que Thunderbirds, parce que il y a Captain Scarlet, il y a Stingray avant, qui sont vraiment les séries cultes. Il y en avait avant comme Supercar en noir et blanc, qui sont beaucoup moins connus mondialement. Et cette technique particulière, qui était devenue vraiment la signature des productions Anderson, ont été réassimilés par d'autres pour qu'ils puissent à leur tour se l'approprier et l'intégrer dans leur façon de travailler. Par contre, le lien entre les productions de Jerry Anderson et les séries japonaises, fut-elle tokusatsu, n'ont pas échappé aux fans. Et dans le monde entier, ceux qui apprécient les productions de Jerry Anderson aiment souvent aussi Godzilla, ou le Godzilla à l'ancienne en tout cas. Donc avec des grosses maquettes, des villes entières qu'on écrase du pied en mousse. De là à dire que Casimir a été influencé par le tokusatsu, il n'y aurait qu'un pas, que je ne passerai pas. Mais non, mais plus sérieusement, il est évident que c'est les mêmes influences, c'est le même public qui est touché. Et tout ça, de toute façon, est fédérateur et lié de toute façon. Alors pour moi, il me semble évident qu'avec les productions de Jerry Anderson des années 60 à 70, ce que l'on voit à l'écran a dû influencer d'une manière ou d'une autre les Japonais. Au niveau des décors, ça me semble évident. Soit ils se sont heurtés au même problème, à savoir comment réaliser un décor entre guillemets réaliste, mais à échelle réduite pour pouvoir y faire jouer des monstres géants ou quoi, et donc ils sont heurtés aux mêmes choses que Jerry Anderson, soit être inspiré par ce qui avait déjà été fait par Jerry Anderson et son équipe pour pouvoir l'adapter à ce qui était demandé pour la production télévisuelle japonaise. Ça me semble évident que c'est lié, les époques coïncident. Et il faut bien se rappeler que de toute façon, il fallait trouver des méthodes de tournage et de réalisation avec un coût réduit, adapté au délai de production de la télévision, mais surtout à l'argent qui était le peu d'argent qui était donné pour la réalisation de ces effets et de ces décors. D'autant que c'est sur la même période. Donc s'il n'y a pas de lien, ça serait quand même vraiment étonnant. Il est indéniable que, vu l'impact au niveau merchandising au Japon de la série Thunderbirds,
avec le développement de toutes les maquettes qui ont pu être faites, tous les véhicules ont été faits à différentes échelles en modèle kit, il est clair que les Japonais ont été énormément influencés par le design, la technologie, les modes de déploiement, d'assemblage des véhicules de l'International Rescue, c'est-à-dire la sécurité internationale, l'équipe des Thunderbirds. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, les Japonais, quand ils aiment quelque chose, ils produisent eux-mêmes des maquettes qui sont inspirées d'autres maquettes. Et il n'y a qu'au Japon qu'on trouve autant de modèles des Sentinelles de l'air, donc de Thunderbirds. Le T2, on le trouve à toutes les échelles possibles et imaginables. Si je me rappelle bien, c'était chez Imai. Il y a beaucoup de maquettes de Thunderbirds. En fait, je crois que toutes les maquettes de Thunderbirds sont japonaises. Elles ont été rééditées tout le temps. C'est-à-dire que depuis la fin des années 60 jusqu'à maintenant, on trouve toujours des maquettes de Thunderbirds. Quand ce n'est pas des maquettes, c'est des jouets, c'est des gâchapones. Tous les produits dérivés qu'on veut, on peut les trouver comme ça. C'est assez amusant de voir que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que des modèles de tournage détaillés avec des maquettes du commerce classique génèrent eux-mêmes des maquettes, des modèles de tournage, et je dirais même, et ainsi de suite. Le merchandising à l'époque, dans les années 60, c'était pas comme après l'explosion de Star Wars évidemment, mais les produits dérivés ont été très très développés autour de Thunderbird en Angleterre et au Japon. Au Japon, les catalogues qui réunissent les produits dérivés des TB sont de la taille d'annuaire, quoi. En Angleterre, il y a eu des marques comme célébrissime Dinky Toys qui avaient développé l'engin d'intervention que l'on voyait dans tous les épisodes, le numéro 2 qui est le super cargo qui avait été développé donc en métal, et surtout la voiture de Lady Penelope, la Rolls-Royce rose, pas facile à dire, bourrée de gadgets à la James Bond comme l'Aston Martin de 007. C'est parfaitement indémodable, et ce qui est aussi indémodable, c'est le moyen qu'a l'agent secret Lady Penelope de se mouvoir. Mais évidemment, c'est une bagnole, c'est la Rolls-Royce rose que vous avez ici, dans un modèle Dinky Toy qui, regardez, quand j'appuie sur les roues, ça fait comme ça la fusée est partie. Ça, c'est vraiment les objets cultes de l'époque. Et déjà, donc, en Angleterre, il y a eu beaucoup de produits dérivés, sans compter, évidemment, le merchandising beaucoup plus large, comme les Esquimaux, les t-shirts, enfin, les choses comme ça qui avaient déjà été développées tout de suite. C'était la série culte, un petit peu comme on pourrait dire en France Albator ou Goldorak quelques décennies, enfin une décennie plus tard. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui a marqué le public, et il y a eu énormément de produits dérivés. On ne peut pas le comparer avec le Star Wars parce qu'il n'y avait pas la mécanique, le rouleau compresseur comme on connaît maintenant, mais c'était pour l'époque quelque chose de très important. Et à l'époque, le merchandising allait au-delà de simplement vendre des produits étiquetés Thunderbirds, puisque les équipes de production mettaient en scène les personnages, les marionnettes et leurs engins dans des publicités pour des friandises destinées aux enfants, tournées tout spécialement avec les personnages pour les produits sous contrat. Je me suis juré qu'un jour j'aurais le T2 de Dinky Toys. J'ai pas pu l'avoir, j'ai eu la version Matchbox, et finalement en bleu métallisé c'était pas si mal. Et je me suis juré qu'un jour, si je devais acquérir des maquettes japonaises, je me ferais une version bleue et une version verte comme dans la série. Ça ne parle à personne, mais qu'importe. Je veux dire, c'est important pour moi de signifier que quand on a mon âge, 45 ans, et qu'on fait de la maquette, on s'approprie les univers imaginaires qu'on a vus à la télévision ou au cinéma par le biais d'objets qu'on construit soi-même. Et c'est important de signaler que symboliquement, c'est important tout ça. Et on touche au sublime quand même, quand on arrive enfin à réaliser un rêve. Et par le biais d'un objet, c'est quand même important. Il faut continuer d'avoir des objets dérivés de séries, de cinéma. Et je suis bien content d'être entouré de personnes qui ont compris ça et qui continuent le combat, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Japon.
Que ce soit mes amis de Bandai qui, eux, font des millions de Gundam par an, que ce soit des gens que j'aimerais bien connaître de chez Pegasus Hobby ou de Mobius aux États-Unis qui sont dans un marché assez conflictuel. Thunderbirds, Super Joe, toutes ces séries-là de Jerry Anderson, c'est celles qui ont permis la création de ce marché-là et de fans qui continuent le combat. Et moi je trouve ça formidable, quoi. Faut continuer de rêver, faut continuer de porter ce genre de philosophie et jusqu'à la tombe si c'est possible. Bon ben encore merci à Yvan Ouest-Laurence et à Erwan Levexier pour leurs interventions. Et on n'oublie pas Monsieur Butsuda quand même. Ah non, Monsieur Butsuda qui a fait un petit peu la surprise comme ça en balançant cette info qu'il avait été influencé par Thunderbirds, comme quoi la série a vraiment voyagé et influencé énormément de monde. Quelques maîtres du tokusatsu. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est que l'émission s'appelant Tokuscope et parlant de SF japonaise, il faut quand même un petit peu qu'on justifie la présence de Thunderbirds ici. Parce que je pense que vous êtes en train de vous dire depuis le début de l'émission, là, les deux de Tokuscope, ils ont encore pété un câble, ils se font un délire. Non, en fait, ce qui est intéressant, bon, bien sûr, Thunderbirds, si vous ne l'avez pas vu, arrêtez tout de suite de regarder cette émission et allez voir la série, et puis ensuite reprenez le cours de l'émission. C'est juste une prouesse technique de A à Z. C'est une œuvre fondamentale de la télévision tout court. Voilà, c'est tout, pas que de la télévision britannique, mais de la télévision tout court, de toute façon comme toute l'œuvre de Jerry Sylvia Anderson. Alors en fait, Thunderbirds, donc, comme vous le savez, la série est arrivée en 1965, et on peut dire qu'elle représente un point à la fois de rupture et de renouvellement pour les créateurs de tokusatsu, mais aussi de science-fiction japonaise en général. Il faut savoir que la série s'est exportée dans plusieurs pays. En France, c'est arrivé tardivement, c'est arrivé autour de 1976. Et le Japon a été l'un des tout premiers pays à diffuser Thunderbirds au-delà des frontières britanniques. Et vu que la série a cartonné là-bas, je veux dire, il y a des raisons. C'est pas un hasard si cette série-là, Thunderbirds, a été un carton, puisque déjà, les personnages, comme vous le savez, sont des marionnettes, et il y a déjà eu une quantité de séries de marionnettes qui étaient produites par la télévision japonaise, notamment, il y a beaucoup de séries de marionnettes produites par la NHK, qui aujourd'hui ont disparu pour la grande majorité, pas que des séries de science-fiction, mais beaucoup de séries. Il y a eu beaucoup de shows de marionnettes comme ça qui ont disparu parce que les producteurs ou les patrons de chaînes de télé ont cru que ça ne servirait plus à rien, donc ils les ont tout simplement fait disparaître. Mais ça remonte encore plus loin parce que il y a un art japonais qui s'appelle le théâtre bunraku, qui est un théâtre de marionnettes. Oui. Donc on peut dire que de base, les marionnettes, les personnages miniatures qui s'animent sur les fils, sont vraiment ancrés dans la culture artistique nippone. Ça, c'est un fait, de base. De base, voilà. Thunderbirds a sa place à la télévision japonaise, comme toute autre série locale. Tout à fait, exactement. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Alors, avant 1965, la science-fiction japonaise au cinéma et à la télévision, c'est quoi ? Alors, c'est surtout au cinéma, et on peut dire carrément que les plus gros créateurs de SF sont chez la Toho, notamment... Il y avait que totalement. Bon, voilà, on avait bien sûr Eiji Tsuburaya, le grand Manitou des effets spéciaux, mais qui était entouré de toute une armée de personnes qui concevaient des designs et des véhicules déjà fantastiques pour l'époque, notamment monsieur Yasuyuki Inoue, qui était le directeur artistique des films de SF de la Toho. Et on peut vous citer plein de films déjà où il y a des véhicules et des bases terriennes ou extraterrestres, surtout extraterrestres. Vous prenez le film, par exemple, Prisonniers des Martiens, vous avez un dôme géant qui vient de sous la Terre, qui sort et qui rentre de la Terre. Vous avez déjà des soucoupes volantes. Vous avez déjà également dans Prisonniers des Martiens des fusées qui contiennent des objets, notamment la fusée qui se casse en deux et qui contient le fameux canon, canon Mark Light. Ou alors dans le film Battle in Outer Space, vous avez carrément des fusées qui contiennent elles-mêmes des petits chars d'assaut équipés de lasers. Donc c'est pour dire. Et puis déjà en 1963, on a le film Atragon, qui est connu sur le titre Atragon essentiellement, dans lequel vous avez un sous-marin géant qui peut également voler et il est équipé d'une foreuse. Et le motif de la foreuse, ça reviendra très régulièrement dans le tokusatsu.
Et sur Atragon, on avait un illustrateur, un graphiste qui s'appelait Shigeru Komatsuzaki, qui nous a quittés au début des années 2000, qui était un illustrateur de science-fiction. Il a fait énormément de dessins, surtout des paysages de science-fiction, c'est-à-dire des vaisseaux spatiaux, des grandes stations spatiales, des villes futuristes et des villes futuristes et des environnements de science-fiction. Et ce monsieur-là, il faut savoir un truc, c'est que monsieur Komatsuzaki a réalisé aussi des dessins pour des boîtes de jouets japonais, mais c'est aussi lui qui a réalisé toutes les illustrations des boîtes japonaises des jouets Thunderbirds. Tous les modèles kits, c'est ce monsieur-là qui les a réalisés. Donc déjà, il y a eu un impact sur la manière de représenter les Thunderbirds dans le quotidien des enfants japonais. Quand la série arrive, voilà, il y a ce point de rupture et de renouvellement, comme je le disais. Le premier point de renouvellement, ça se voit dans Ultraman. Déjà de base, puisque bon, Ultraman ne se résume pas qu'à son super-héros titre. Dans Ultraman, on a une équipe de sauveteurs, donc la fameuse Science Patrol, qui ont des uniformes orange cette fois-ci, contre les uniformes bleus des Tracy. Ils ont eux-mêmes plusieurs véhicules, ils ont notamment une fusée qui leur permet d'aller à droite à gauche. Ils ont une station de contrôle d'où les engins sortent. Et voilà, Ultraman va amener cette idée de sauvetage, enfin d'équipe d'intervention qu'on avait déjà dans Thunderbirds. Donc ça, c'est très important. L'influence de Thunderbirds va se voir également au cinéma. Et dans le kaiju. Énormément. C'est impressionnant de voir comment Godzilla va être influencé par Thunderbirds, puisque à partir de l'année 65, c'est limite des films de Thunderbirds avec Godzilla dedans. Presque. Vous prenez par exemple un film qui est revendiqué par tous comme étant un chef-d'œuvre de la franchise Godzilla. Vous prenez Les Envahisseurs Attaquent, vous prenez Destroy All Monsters, qui est sorti en 68. Vous le comparez avec l'Odyssée du Cosmos, qui est donc le film des Thunderbirds, Thunderbirds Argo. Vous remarquez que c'est exactement le même film, à quelques détails près. Le début est le même, ils vont sur une planète étrangère, planète rocailleuse, je le précise. Il y a énormément de paysages paradisiaques. D'un côté, on a l'île Tracy, de l'autre côté, on a l'île aux monstres. Tout à fait. C'est quasiment le même film. L'île aux monstres qui, en plus, est équipée de systèmes pour accueillir les vaisseaux. Un peu comme la piscine de Thunderbirds, on a un volcan là, qui s'ouvre et qui accueille les hélicoptères ou les fusées. Tout à fait. Alors, bien évidemment, on va me dire que l'île Tracy, quand elle apparaît dans la série, elle est déjà plus ou moins inspirée des îles de la Tour. Oui. Il y a cette même façon de la représenter avec l'île couchée sur l'eau. La ligne d'horizon aquatique. Qu'on voyait déjà dans King Kong contre Godzilla, qu'on voyait déjà dans Mothra. Mais quand on voit Destroy All Monsters, et quand on voit l'île aux monstres, on a vraiment l'impression de voir l'île Tracy. Tout à fait. Tout à fait. Et surtout, il y a un autre détail, c'est que la fusée que vous voyez dans Les Envahisseurs Attaquent, donc la fusée Moonlight FA3, on se rend compte plus tard dans le film que ce sont deux morceaux de fusée qui s'assemblent, un peu comme la fusée 0X qu'on voit dans l'Odyssée du Cosmos, le premier film Thunderbirds. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué dans l'univers Thunderbirds, c'est justement la scène d'ouverture du premier film de l'Odyssée du Cosmos que vous voyez derrière. C'est une séquence de 9 minutes d'assemblage de vaisseaux, où on a un morceau de fusée, enfin un morceau de vaisseau et un deuxième morceau de vaisseau qui vont s'assembler, puis ensuite on va poser les ailes par-dessus, puis ensuite il y a un cockpit mobile qui va se mettre à l'avant, puis ensuite on a une espèce de flèche d'argent qu'on va poser à l'avant du vaisseau, et j'imagine un petit peu la révélation pour les créateurs de l'époque pour se dire, attends, ok, on peut faire des trucs qui s'encastrent, qui se transforment et qui s'interpénètrent, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs tout le monde le revendique, que la culture méca japonaise va littéralement prendre vie. Totalement. Va littéralement prendre vie. C'est là où le truc vraiment explose.
Et je pense que la plupart des gens qui ont dû voir ce film-là et cette séquence d'ouverture, je pense qu'ils ont eu comme une épiphanie de se dire, voilà, ok, on peut prendre différents véhicules et les assembler. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important, à mon avis. Il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est que les Tracy, ils ne sont pas 2, ils ne sont pas 3, ils sont 5. Ouais. 5 qui ont tous un uniforme de couleur différent. Alors, certes, on va me dire, ils portent tous un uniforme bleu. Mais quand vous regardez chaque écharpe qui n'est pas sans rappeler le foulard de Kamen Rider, en même temps, mais ils ont tous une couleur différente. Tout à fait. Couleur très proche des couleurs primaires quand même. Hein, tout à fait. Puisque vous avez du orange, du bleu, du violet. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, ce qui est intéressant pour dire, voilà, encore une fois, les équipes de super-héros, c'était pas nouveau déjà au Japon, puisque avant, Cyborg 009, il y avait déjà une équipe de sauveteurs comme ça. Mais le fait qu'ils sont 5, ça a dû amener petit à petit la création de ce qu'on connaîtra sous le nom de Super Sentai. Surtout qu'ils ont quand même leur propre engine. Oui. Déconstruit, certes, mais tu as quand même une séquence de transformation quand ils arrivent dans leur vaisseau. Ça, c'est très important. C'est ça. Il y a cet aspect-là et l'aspect qu'à l'écran, on visualise les chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Et dans Go Ranger, ils portent tous le chiffre 1, 2, 3, 4, 5 sur leur casque. C'est tout aussi important que la couleur, j'ai envie de dire. Les véhicules, d'ailleurs, ont quasiment la même couleur que les personnages. Tout à fait. De Go Ranger. Et chaque véhicule de Thunderbirds, Thunderbird 1, 2, 3, 4, 5, ils ont chacun une couleur. Et la Fab One, donc la Rolls-Royce de Lady Penelope, a aussi sa couleur. Donc, à un moment donné, il y a quand même des similitudes que je trouve, moi, très intéressantes. C'est même plus des similitudes. À ce stade-là, c'est même plus des similitudes. Non, mais ce qui est intéressant de se dire, c'est que certainement le Sentai aurait existé mais bien sûr. Sans Thunderbirds, mais peut-être qu'il aurait existé d'une autre façon. Peut-être que ça aurait été des séries à 9 personnages tout le temps. Quand tu regardes Thunderbirds, on est clairement entre plein de guillemets dans du proto-Sentai. Il y a déjà tous les éléments du Sentai, sauf les monstres, les combats et tout ça, bien sûr. Mais on est déjà dans du Sentai. Dans un pseudo-Sentai. Une équipe complémentaire. Quand tu regardes des séries comme des séries plus récentes, comme Go-Go 5, Go-Go 5, c'est impossible de dire que ce n'est pas un hommage à Thunderbirds. De toute façon, ce qui est intéressant avec les années 90 dans le Sentai, c'est que les séries sont faites par les enfants qui ont vu Thunderbirds dans les années 60-70. Et Go-Go 5, c'est peut-être même, j'ai envie de dire, l'aboutissement des effets spéciaux à ce niveau-là. C'est que vous avez quand même des villes ravagées par des catastrophes naturelles. Le premier épisode s'ouvre quand même sur un monstre de lave qui ravage une grande partie de Tokyo, à tel point que vous voyez des gros plans sur de la lave qui coule, difficile de faire plus proche de Thunderbirds quand même. Bah, c'est évident. Et surtout de voir les véhicules agir en équipe, parce que chaque véhicule, comme dans Thunderbirds, a une mission principale, de les voir gérer la crise ensemble, où vous avez le véhicule de sauvetage aquatique qui du coup agit comme un camion de pompiers qui va éteindre les flammes avec les jets d'eau qu'il lance. Vous avez le véhicule de sauvetage aérien qui va permettre de surveiller... Comme Thunderbirds 2. Voilà. Vous avez le véhicule 1, le rouge, qui permet d'aller pénétrer dans les immeubles avec ses bras télescopiques qui vont permettre de sauver les gens qui sont piégés à l'intérieur. On est clairement dans du Thunderbirds
tribute, quoi. Oui, tout à fait. Et puis même, outre le Sentai, on a eu toutes les séries de Rescue, comme dans les années 90, surtout Soul Brain, hein, qui m'a fait penser, vraiment, on est vraiment dans l'aspect sauvetage à fond, plus que dans Winspector, où c'était des policiers. Mais ce que je trouve intéressant par rapport à Monsieur Butsuda, par exemple, ce qui me permet de faire un petit détournement poétique, c'est que il a mis l'influence de la série, et comme par hasard, la première série où il était chef des effets spéciaux, c'était Five Man, série, donc 5, et surtout, c'est une série où ils sont tous frères et sœurs. C'est intéressant, c'est assez troublant, je trouve. Et ce qui est, je trouve, très poétique, c'est de se dire que le cri de ralliement des Thunderbirds, c'est Thunderbirds are go, et go, ça veut dire 5 en japonais. Oui. Donc si tu veux, c'est un détournement poétique, mais qui renforce, je pense, je veux dire, les connexions. Et puis même, tous les créateurs de mecha, toute la culture animée mecha, que ce soit les Macross, les Golion, enfin, toute la flopée de séries mecha qu'on a eu, les Gundam, et tout ce genre de trucs, ça vient de là. Oui, même totalement. Même quand tu vois les séries de Go Nagai, où on a des longues séquences où les mecs vont dans leur cockpit, qui se changent dans leur cockpit et qui passent par des tunnels pour aller dans leur vaisseau ou dans leur mecha. C'est clairement la même chose. Tu ne peux pas ne pas voir la connexion, encore une fois. Et même en termes d'effets spéciaux. Il faut quand même se dire que ce soit Jerry Anderson ou le Tokusatsu, c'est la même chose. C'est indéniable. C'est des maquettes, c'est des miniatures, c'est les mêmes explosions, enfin... Surtout les décors. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est les toiles peintes. Mais c'est ça, que ce soit Jerry Anderson ou Tsuburaya, au final, c'est la même personne derrière, j'ai envie de dire. Bien sûr. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir si Tsuburaya avait rencontré Anderson à un moment de sa vie. On sait qu'il avait rencontré George Pal à un moment. Tout à fait. Ça serait intéressant de voir si les deux se sont rencontrés. George Pal, autre créateur de marionnettes aussi, avec les Puppet Toons. Hein. Et qui a fait des grands films quand même de science-fiction comme Atlantide, La Guerre des Mondes, qui a produit, La Machine à voyager le temps. Voilà, tous des films qui ont quand même, qui se rapprochent énormément quand même du tokusatsu en termes visuels avec et des gros décors, des grosses maquettes. Et comme qui ça, sont très proches de l'œuvre de Jerry Anderson quand même. Tout à fait, c'est vrai. De toute façon, ces gens-là avaient, je pense, des obsessions et des passions et des thématiques communes, quoi, qui est propre à cette époque-là. L'influence de Thunderbird se retrouve partout. Prenez Gavan, qui techniquement n'aurait aucun lien possible avec Thunderbird. Bien sûr. Gavan, c'est quand même, dans son arsenal, il a quand même une foreuse. Foreuse qui n'est pas sans rappeler la foreuse portée par le Thunderbird 2, par le TB2, qui est exactement la même. C'est quasiment le même véhicule. Le même modèle. Il y a énormément de choses qu'on pourrait dire pour lier les deux. Le méchant, The Hood de Thunderbirds, c'est pas sans rappeler les méchants de Kamen Rider, les méchants de Shocker, les méchants des premiers Sentai. Enfin, c'est un mec comme ça, très machiavélique, qui veut tout faire pour s'emparer des secrets. Ouais, bien sûr. La seule chose, c'est qu'il n'envoie pas de monstres. Mais les monstres dans Thunderbird, c'est des catastrophes naturelles. Même métaphoriquement, on les retrouve. Tu vois ? Oui, tout à fait. Non, mais je suis d'accord. Enfin, plus on développe la théorie, plus on développe l'idée, plus on trouve des points communs. Ça, c'est évident. Mais voilà, après, on pourrait en parler pendant 1 heure de tout ça, mais il faut juste regarder la série pour voir l'évidence. Faut voir les séries et voir 2-3 tokusatsu pris au hasard, à des périodes totalement au hasard. Prenez un toku des années 70, un toku des années 90. Ouais, vous voyez, regardez Sun Vulcan par exemple, une série comme Sun Vulcan, vous voyez direct la correspondance. Hein. Moi, dans cette série-là, je trouve qu'il y a vraiment des correspondances avec les véhicules, je trouve assez dingue. Où ils sont 3, curieusement. Voilà. Autre chose à ajouter ? Non, Thunderbirds, voilà quoi, série qui se passe de commentaires, mais en même temps on a envie d'en parler pendant des heures. Donc moi je vous conseille de revoir la série, qui est une série que j'aime beaucoup. Moi c'est pas ma préférée d'Anderson, moi je suis plus Captain Scarlet. Je préfère quand les personnages sont un petit peu plus réalistes. Moi j'ai un petit peu du mal avec les marionnettes en général, mais surtout moi
revoir la série aujourd'hui, 50 ans plus tard, c'est surtout pour les décors, les miniatures. Parce que moi, mon héros, c'est Derek Meddings. C'est plus Derek Meddings donc, qui a fait tous les environnements miniatures et les vaisseaux que Jerry Anderson et Sylvia. Mais voilà, quoi, c'est un monument. C'est un monument. Et qui est indémodable aussi. Qui est indémodable. Et avant de passer à la Tokucave, on va se quitter sur le générique japonais de Thunderbirds. Et vous allez voir, on est plus dans un générique de Tokusatsu que dans un générique de série de Super Mario Nation. On est d'accord. 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go. Là, on va vous présenter une œuvre d'utilité publique, j'ai envie de dire, un superbe documentaire qui s'appelle Filmed in Super Mario Nation, un documentaire de près de 2 heures sur l'histoire de Jerry et Sylvia Anderson avec la fameuse création du procédé Super Mario Nation, mais pas que, on vous raconte toute l'histoire de ce couple mythique de la télévision britannique, de leur premier début avec leur première série, leur premier court-métrage de marionnettes, jusqu'à l'explosion dans les années 60 avec donc Thunderbirds, Captain Scarlet, Stingray, Supercar. When I formed my first production company, along came a woman by the name of Roberta Lee, and she said, "Would you like to shoot this series?" And we said, "Yes." And then she said, "They're children's shows and they've got to be made using puppets." At which point I nearly vomited on the floor. What was extraordinary was how primitive the setup was. Okay, this is very simplistic, but we might just as well make it as well as we could. And I was suddenly introduced to this mad lot of people who let me have a wonderful time playing with puppets. And at the end of the week, they pay you money as well. They were real pioneering days. We just went from one series to another and it always got better. We don't want any of those puppets anymore. Nobody realised we were making history. As much as we could, we were bringing big film techniques to the little screen. We were the stars of the children's programmes. Children that used to collect outside the doors. Any minute it opened, there were all these faces all sort of staring to get in. He said, "Jerry, this is not a television series. Jerry, this is a feature film." Now we were at Leicester Square. We'd hit the big time, boys. This is the place where it all began. How does it feel for you guys to be back here? Weird. There was certainly amazing pioneering work done here, although it all seemed very Mickey Mouse at the time. Well, there aren't any limits as far as we're concerned. Nothing is impossible in the special effects. But the most outstanding commercial success of all in television puppetry has been scored by Sylvia Anderson and her husband Jerry. The technical fascination of seeing model characters and model machines behave in a realistic way on the screen.
Far be it from me to interrupt, Parker, but what is supermarionation? I was just getting to that, milady. Ce film, il l'avait annoncé depuis un petit moment, je crois autour de 2013-2014. Ensuite, le film est passé au British Film Institute en 2014. Et puis ensuite, enfin, c'est débarqué en DVD. Et ça, c'est un peu le documentaire définitif à voir sur ce couple. Et il y a des interviews de malades. Ils ont réussi à rassembler presque tous les survivants. Oui, mais c'est impressionnant. Il y a presque une vingtaine de personnes qui sont interviewées dans le docu. Ce qui est très important de souligner aussi, c'est que le docu, heureusement, a été réalisé juste avant la mort de Gerry Anderson, donc à une période où il est totalement apte à répondre à toutes les questions. Il donne des éléments impressionnants, surtout quand on sait que c'est quelqu'un qui était assez malade. C'est quand même impressionnant à voir. Il y a son fils aussi, Jamie Anderson, qui est dedans, qui un peu sert de colle un peu entre tous ces éléments, puisque c'est lui qui fait le lien avec tous les autres interviewés. Non, franchement, c'est très intéressant. Pourquoi on vous en parle dans une émission sur le tokusatsu ? Parce qu'il y a quand même des séquences qu'ils ont recréées spécialement pour le film et qui décomposent. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voyez le générique de Thunderbirds, quand le mot Supermarionation apparaît, c'est sur un fond d'explosion d'usine pétrochimique. Tout à fait. Cette séquence-là a été intégralement refaite pour les besoins du documentaire. Et du coup, ils expliquent en fait comment ils ont tourné la scène et ils vous montrent l'explosion, le dispositif. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que quand vous regardez des making-of de tokusatsu, vous remarquerez que c'est un peu la même chose en fait. Parce que c'est des miniatures avec des gens, avec des pupitres d'explosion. Et moi, ça là encore, quand on est devant le fait accompli, de voir les maquettes subir le tournage, j'ai envie de dire, on peut pas dire que c'est pas la même chose. Moi, ça m'a rappelé un documentaire qui s'appelle Bringing Godzilla Down to Size, qui était un documentaire sur les effets spéciaux de Godzilla, où ils ont fait venir carrément les techniciens survivants de la Toho pour recréer des effets en live pour le documentaire. C'est exactement la même chose. Il faut se dire que c'est l'œuvre miroir de... C'est comme ça que tu apprends, quoi. C'est comme ça que tu, en recréant, et je veux dire, c'est pas évident. Je sais que cette équipe, en plus, là, apparemment, Stéphane Larivière, donc le réal, il a refait des épisodes classiques de Thunderbirds là, pour en les ce moment, 50 ans. Ils sont en train de faire 3 épisodes classiques. En plus de la série en images de synthèse. Non, franchement, il y a vraiment un renouveau pour les effets spéciaux de Thunderbird, où là, on est vraiment en train de revenir à quelque chose d'important en termes de quantité, et c'est ce docu qui a lancé tout. Et puis maintenant, on est à une période où les adultes d'aujourd'hui, les quadras d'aujourd'hui, les quinquas, ont envie de donner, de faire revivre cette époque d'une certaine manière. C'est pas pour rien que d'un côté, on a Stéphane Larivière qui fait ce documentaire d'un côté. Qui était déjà l'auteur quand même du livre Film in Supermarionation, qui était quand même un gros pavé, à l'époque, un gros pavé sur tout le processus de fabrication de cette série. Là, on peut, entre guillemets, dire qu'il adapte son livre en film, ce qui est quand même très rare pour un livre documentaire et théorique. Non, mais encore une fois, comme je disais, c'est magnifique parce qu'on a lui qui fait ça. D'un côté, on a Richard Taylor de chez Weta en Nouvelle-Zélande qui supervise les effets spéciaux de la série Thunderbirds Argo. On se dit, voilà, il y a non seulement un goût pour cette histoire qui revient, mais un goût pour la recréation de ces effets, mais en adéquation avec 2015 en fait. Ça, faut le voir. Ça, franchement, ça, c'est une tuerie. Ça serait... Je prie pour que ça puisse passer en France, parce que franchement, c'est vraiment très bien foutu. C'est totalement friqué. Il y a eu un budget de malade dedans. Quand vous voyez les interviews, c'est totalement somptueux. C'est sur des couleurs, sur des fonds colorés de toute beauté. Franchement, c'est un vrai film de cinéma. Sur un docu comme ça, moi je m'en fais tous les jours. Hein. Franchement, niveau de qualité... C'est un vrai documentaire de cinéma qu'on peut... Limite, j'ai honte de l'avoir vu sur ma télé, parce que ça, c'est un truc que j'aurais voulu voir en salle. Tellement ça prend une dimension... on sent qu'ils ont mis l'argent qu'il fallait, et franchement, c'est ce qu'il fallait pour vraiment traiter le sujet avec respect, parce que les marionnettes, on sait tous un peu ce que c'est, ça fait tous penser à Guignol. Et franchement, ce docu, c'est vraiment ce qu'il fallait pour rendre les lettres de noblesse quand même à Gerry Anderson. Enfin, pour les confirmer, on va dire. Voilà.
Et franchement, je remercie Stéphane Larivière et Jamie Anderson pour le boulot qu'ils ont fait sur ce docu, et j'espère que ça pourra au moins même sortir en DVD en France, même si Arte pouvait le diffuser, pourquoi pas. Peut-être. Hein. Pourquoi pas le passer dans un festival, je pense à des festivals comme le PIF ou l'Étrange Festival, ouais, pourquoi pas les diffuser. Franchement, ça serait vraiment très intéressant. Bon, ben voilà, jusqu'à ce qu'on voit ça en salle en France un jour, c'est disponible en import, donc n'hésitez pas à vous le procurer, on vous recommande chaudement. À noter que le Blu-ray du film contient également un Blu-ray des meilleurs épisodes de Jerry Anderson, donc transféré en qualité Blu-ray, donc vous avez du Stingray, du Thunderbirds, et ça permet vraiment d'apprécier ces séries-là, même si c'est à raison d'un épisode par série, dans la meilleure qualité possible. Donc, franchement, que ce soit en DVD et en Blu-ray, blindé de bonus, je le signale, c'est vraiment un documentaire à voir qui vaut pas cher. Hein. Vous le commandez sur Amazon Angleterre, vous l'avez très rapidement et c'est très très bien. Super. Voilà. Donc on passe au Dikotoku en compagnie d'Erwan Levexier. C'est parti. Five, 4, 3, 2, 1. On parle beaucoup des productions de Jay Anderson. En fait, Jay Anderson travaillait en quelque sorte en famille, puisqu'il y avait sa femme, Sylvia Anderson, qui était très importante dans l'élaboration des séries, qui d'ailleurs a prêté sa voix au personnage féminin Lady Penelope dans la série Thunderbirds. Et donc Jay Anderson s'était un peu spécialisé avec les marionnettes, série d'animation pour enfants, tout d'abord en noir et blanc, et d'abord avec des marionnettes. Les véhicules sont arrivés un peu plus tard pour une raison purement pratique, car les pauvres marionnettes avaient du mal à se déplacer naturellement, ça faisait un peu gauche, donc c'était beaucoup plus simple de les asseoir dans des véhicules pour qu'elles puissent se déplacer. Donc c'est venu de choses vraiment toutes bêtes, toutes simples, et le fait de faire glisser les marionnettes vers leur véhicule, c'est aussi un côté pratique, ça apporte un côté pratique pour la manipulation, l'animation, et en même temps ça apporte un côté visuel qui faisait rêver les gamins à l'époque. Dans les séries créées par Jay Anderson et consorts, avec sa boîte de production, il y avait Supercar, qui était une série en noir et blanc. Et c'était la première série qui mettait en vedette un véhicule. C'était un engin extraordinaire qui faisait plein de choses. Ensuite, il y a eu Stingray, première série en couleur, si je ne me trompe pas. Donc c'était vraiment 2 ans avant les Thunderbirds à peu près. Hein. Et là, c'était les aventures d'un équipage dans un sous-marin qui luttait contre des vilains monstres sous-marins. Donc tout se passait sous l'eau. C'était déjà un peu les prémices des Thunderbirds, avec pareil des personnages qui arrivaient dans leur engin. C'était beaucoup plus simpliste, parce que les productions étaient moindres, mais c'était déjà du bon niveau de qualité. Ensuite, donc, 65 Thunderbirds, puis ensuite Captain Scarlet, qui avait évolué, et c'est un peu pour ça d'ailleurs que le succès était un peu moins important, c'est que les personnages étaient plus réalistes. Entre-temps, la technologie avait fait des progrès, et l'électronique embarquée dans les têtes des personnages permettait d'avoir des têtes plus petites, et avoir des marionnettes parfaitement proportionnées. Car jusque-là, les marionnettes, aussi bien de Thunderbird, Stingray ou Supercar et les autres séries, avaient des têtes beaucoup plus grosses pour pouvoir embarquer l'électronique, ce qui donnait des têtes un peu de poupons et qui donnait ce côté jouet. Alors que pour Captain Scarlet, les personnages étaient beaucoup plus réalistes. D'ailleurs, ils avaient poussé le détail jusqu'à leur faire une barbe naissante pour certains. Et du coup, on perdait le côté jouet, enfantin, pour donner un côté plus réaliste, et on ne savait plus si c'était des acteurs ou des marionnettes. Donc ça, c'était vraiment l'apothéose au niveau avancé technique des effets spéciaux de Jay Anderson. Et par la suite, il a continué à travailler sur des productions
en série live avec des acteurs, mais toujours des effets spéciaux avec des véhicules en maquette, toujours tenus, si je puis dire, par des ficelles, pas encore en incrustation comme les films Star Wars qui sont arrivés après. Donc il y a eu la série UFO et la fameuse série Cosmos 1999, mettant en vedette, là cette fois-ci, des acteurs connus, puisque le couple vedette s'était rendu célèbre avec la série Mission Impossible quelques années auparavant. Une série qui était très très réaliste, puisqu'elle était à la fois, elle avait été inspirée par le film 2001 l'Odyssée de l'espace, qui lui-même était très réaliste, et se voulait être un petit peu dans la mouvance des séries de science-fiction spatiale, comme Star Trek. Donc les Anderson ont ainsi développé tout un domaine d'œuvres, de séries, qui étaient liées toujours au futur proche. C'était toujours le 21e siècle, vu sous des angles totalement différents à chaque fois. Soit c'était des attaques d'extraterrestres, soit c'était des personnes perdues dans l'espace à la façon de Robinson Crusoe. Ça, c'est vraiment la signature de ces séries. Donc voilà, cette émission de Thunderbirds, j'ai pas envie de dire, elle est déjà finie, parce que quand même elle est déjà assez copieuse, hein. On ne pouvait pas non plus faire une émission de 10 minutes sur un tel monument. Voilà, écoutez, on espère que ça vous a plu, on espère que ça vous incitera, pour ceux qui n'ont pas vu la série, à la découvrir, et pour ceux qui la connaissent, à la revoir encore et encore. Je pense que ça se mange. Et à la voir peut-être sous un angle différent. Voilà, n'hésitez pas à regarder maintenant en lumière de tout ce que vous connaissez en matière de tokusatsu, et à effectivement voir les rapprochements et voir les connexions. Voilà, écoutez, on vous remercie toujours de votre fidélité, on vous remercie de nous suivre à chaque fois. Tokuscope, vous pouvez toujours le retrouver sur le site Cinefuzz, sur le YouTube de Cinefuzz, sur la page Facebook de Tokuscope, sur le Twitter de Tokuscope. Il y a toujours la page Tipeee de Cinefuzz qui est ouverte, donc n'hésitez pas à contribuer si ça vous chante. Pour la prochaine émission, on va continuer notre exploration de nos amis les marionnettes, mais cette fois, on va repartir au Japon pour une série très culte en France, puisqu'il s'agit de Bomber X. Voilà, donc c'est un petit peu l'hommage appuyé à Thunderbirds, voilà, qui est par Golagai. Qui est un petit peu la suite logique, et que les gens de la génération Recrea 2 doivent parfaitement connaître. On vous en dit pas plus, on vous en garde donc pour la prochaine fois. Prenez soin de vous et FAB.